Pour une raison ou une autre, nous sommes tous appelés à faire un tour dans les hôpitaux et les centres de santé. Trop souvent, nos droits sont bafoués. Et pourtant, il suffirait de connaître ces droits pour les réclamer. Bonsoir à toutes et à tous. Démarrons par l'histoire de cette patiente qui a subi des violences gynécologiques. Il est sous pétard et j'ai dit, et donc je voir dans le mur tout ce voisin document je vais bétam est soit un top bétam le je me dis pour les tout dimé non mon sur le table lui mais de pour nous quoi machine mieux ouais dans mon temps le doit aussi comme ça jibiro finir attenter la gune ouais dès que va finir aux hommes mais ouais tu vois tu y mi kanji bon jibité à moins d'une d'un jibité on t'y va bien dès qu'à va le soir et non il kai de non le téléphone dans ta maman de dire on le fait on disait ouais on les bleus kaka ni on est vieux ko wa asame bio e we de na wa yi aso de bouteille d'accord ni yo et non do sou pépé viveur et non do sou blanc yi. Le phénomène est souvent décrié, mais peu de femmes arrivent à l'exposer publiquement. Ces cas sont légion. Monsieur Aimé Mozart Elisha. Bonjour Fulgencia et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Alors, votre avis sur la question? Ce cas est évocateur de ce qui se passe malheureusement dans la plupart des hôpitaux. L'article 2 du Code de déontologie médicale rappelle qu'en toute circonstance, le respect de la personne et le respect de la vie humaine doivent être le tableau de bord du professionnel de santé. Il ne doit pas manquer à cette obligation d'égard vis-à-vis de son patient. Dites-nous déjà, quels sont les droits du patient? C'est une question très pertinente et très pertinente surtout au regard de votre introduction où vous disiez que nos droits sont souvent bafoués dans les hôpitaux et il suffit simplement de les connaître pour les réclamer. Les droits du patient sont, je dirais, ne sont pas limitatifs, mais je vais me contenter d'énumérer des droits principaux. Le premier droit du patient en milieu hospitalier, c'est le droit à l'information. C'est un droit capital. Il y a le droit aux soins, le droit à des soins de qualité. Et c'est un droit qui a été énuméré et expliqué de long en large et détaillé de long en large dans les articles 27 et suivants du Code de déontologie médicale. Et en dehors du droit à des soins de qualité, il y a bien entendu le droit à la dignité humaine. Il y a également le droit à la santé de façon globale. Et ce droit à la santé implique que le professionnel de santé mette en place des conditions d'hygiène pour que la santé du patient puisse être rétablie dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. On dira, au-delà de tous ces droits, qu'il y a le droit à la vie, qui est le droit le plus fondamental de la personne humaine. Ce droit à la vie, au nom duquel le médecin a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut pour que la vie du patient soit sauvegardée. Oui, vous parliez tantôt du droit à l'information. Alors, qu'est-ce que c'est que véritablement ce droit? Le droit à l'information du patient est un droit global qui implique notamment que le patient doit être informé de tous les soins ou de tous les actes qui seront posés par le médecin dans le cadre de son rétablissement. Cela implique donc que le médecin qui doit satisfaire à l'obligation d'information de son patient devra expliquer les contre-indications du produit qu'il veut administrer, il devra expliquer les effets indésirables, il devra expliquer tout ce qui a rapport à une administration efficace du médicament. Le droit à l'information implique surtout un droit, celui du consentement. Parce que je peux être informé et donner mon consentement comme donner ma désapprobation aux soins qui me seront apportés. Je prends le cas tout simple de ce patient-là qui, pour des raisons d'obédience religieuse, refuse de se faire transfuser du sang. Il reviendra au médecin de lui expliquer les raisons pour lesquelles une transfusion de sang est nécessaire, est obligatoire. Mais face au refus du patient, le médecin n'a d'autre choix que de s'exécuter. Il est important pour le patient de savoir qu'il n'a pas qu'à être couché pour regarder le professionnel de santé lui administrer des produits dont il ne connaît ni le nom, ni l'utilité, ni les finalités. Mais il est également important pour le professionnel de santé de savoir que le fait d'administrer des produits sans en expliquer
les tenants et les aboutissants au patient pourraient lui porter préjudice. Oui, vous venez d'énumérer quelques droits du patient. Alors, qu'en est-il de l'obligation du professionnel vis-à-vis du patient? Au-delà de ces obligations, qui ne sont rien d'autre que l'autre face des droits du patient, il y a une obligation fondamentale. Une obligation fondamentale qu'il me plaît de rappeler, c'est l'obligation de secret professionnel. Le professionnel de santé se doit de maintenir le dossier du patient, de conserver le dossier du patient de manière sécurisée. Je dirais que ce secret professionnel pourra être limité dans certaines conditions. Dans le cadre d'une enquête où le procureur de la République ou le juge d'instruction solliciterait des informations relatives à l'état de santé du patient. Je prends le cas d'espèce d'une personne qui peut-être au début n'a pas communiqué aux médecins les personnes qui sont censées avoir accès à ces informations personnelles. Si cette personne en arrivait à se retrouver dans le coma, et à partir de ce moment-là, le secret professionnel pourra être légèrement ouvert pour que le médecin puisse être assisté par qui de droit afin de décider en son âme et conscience. Nous sommes nombreux à nous rendre dans les hôpitaux et à y laisser nos informations personnelles. Alors, que faire si par hasard ces informations, ces données se retrouvent sur la place publique? La question est pertinente et délicate. Elle est pertinente en ce que les données personnelles sont des données jalousées aujourd'hui. Sont des données jalousées et il n'est en principe pas question que des données qui sont censées être personnelles se retrouvent sur la place publique. Cependant, il faut nuancer. Parfois, lorsque vous allez dans un hôpital, et que vous ne voulez pas que vos données personnelles soient mises sur la place publique ou exploitées par des organismes publics, il faudrait faire attention aux formulaires que vous signez. Normalement, en l'état actuel de la législation, les hôpitaux ne sont pas censés mettre à disposition du public les données personnelles relatives à leurs patients. Si la présence d'un étudiant ou d'un autre médecin dérange une patiente qui vient pour son accouchement, a-t-elle le droit, par exemple, de refuser de se déshabiller? En milieu hospitalier, il faut savoir que le patient est roi. Mais autant le patient est roi, autant le médecin est prince. Et dans certaines circonstances, il faudrait que le roi et le prince puissent accorder leur violon. Alors, lorsque le patient ne se sent pas à l'aise, lorsque le patient éprouve des difficultés à se détendre en raison de ce que la présence de tel ou tel médecin ou la présence de tel ou tel stagiaire le gêne ou la gêne, eh bien, il a le droit de s'exprimer et de le dire. Ce qui, par contre, peut poser problème serait que le patient estime que tel professionnel de santé ne devrait pas le toucher. En raison de son droit à l'intégrité physique, eh bien, le patient ne sera pas touché. Vous avez énoncé le cas du patient qui peut refuser de se prendre en charge par un professionnel. Alors, le cas inverse, professionnel de la santé qui refuse de prendre en charge un patient pour des raisons personnelles. Il a prêté serment de soigner, il a fait vœu de soigner, il a fait vœu de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Alors, la loi oblige le professionnel de santé à, lorsqu'il se retrouve face à un cas d'urgence, sauver la vie du patient et faire surtout fi de tout ce qui peut être considération religieuse, politique, personnelle, etc. Pour des raisons professionnelles, il peut s'agir peut-être d'un cas où il serait peut-être amené à toucher un patient qui ne veut pas de lui. Alors pour des raisons professionnelles, il dira non, parce que le droit au consentement du patient est plus fort que mon obligation de le soigner, je me dégage. Pour des raisons personnelles, parce qu'il serait peut-être amené à pratiquer une interruption volontaire de grossesse, chose que personnellement, il n'accepterait pas. L'article 33 du Code de déontologie médicale veut que le professionnel de santé puisse se dégager. Alors, en cas de pronostic inexact, quelle peine encourt le médecin? Tout dépend en fait des suites de la faute médicale. Si la faute médicale a emporté le décès du patient, les sanctions pénales à appliquer seront celles en cas de meurtre. Alors, vous savez, en cas de meurtre aujourd'hui, le code pénal est très sévère. Le code pénal applicable au Bénin est très sévère et prévoit des sanctions allant jusqu'à une peine d'emprisonnement à perpétuité.
en matière de meurtre comme en matière d'assassinat. Alors, lorsque cette faute médicale aura emporté des blessures ou aura emporté des séquelles physiques, en fonction de la taille de ces séquelles-là, eh bien, la personne pourra être condamnée jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Nous sommes ici dans le cas d'une faute professionnelle, d'une faute médicale. Au plan civil, il encourt des dommages et intérêts. Donc, des dommages et intérêts qui seront versés à la victime. Au plan professionnel, bien entendu, des sanctions disciplinaires pourront être infligées aux professionnels de santé. L'hôpital non plus ne sera pas dégagé. Parce que s'il arrivait qu'il soit difficile de poursuivre le professionnel de santé, en raison de ce que le professionnel de santé est un préposé de l'hôpital, on pourra mettre en œuvre directement la responsabilité de l'hôpital ou du centre de santé. Merci, Monsieur Mozart Elisha, pour votre disponibilité. Nous nous sommes donnés comme objectif, chers amis téléspectateurs, de vous faire connaître vos droits et devoirs. La question du jour, c'est tout de suite. S'il m'est demandé de laisser ma question en ce qui concerne le droit du patient à l'endroit de nos juristes béninois, je demanderais si aujourd'hui, si de nos jours, malgré les multiples réformes de ce secteur-là, s'il est possible d'assigner aujourd'hui ces praticiens et d'avoir le dessus. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook Au regard de la loi ou écrivez-nous sur le 90 93 35 53. Alors, Monsieur Mozart Elisha, notre ami, voudrait savoir si c'est possible d'assigner en justice un médecin qui a fait une faute grave. La préoccupation découle certainement d'un constat. On peut traduire tout le monde en justice. Le professionnel de santé n'est pas au-dessus de la loi. Je vais dire plutôt le comment ou dans quelle mesure. Dans un établissement de santé public, nous sommes ici en matière administrative. Et donc, ce sera la juridiction administrative qui sera saisie, notamment pour apprécier la dimension de la faute. Lorsque ces litiges ne sont pas réglés, ou n'ont pas pu être réglés à l'amiable, à l'interne, je dirais, avec les établissements publics de santé, eh bien, l'affaire pourra être portée devant les juridictions. Lorsque nous sommes face à un cas où le patient a été victime de faute dans un établissement privé, le juge ordinaire sera amené à apprécier la dimension des préjudices subis et pourra ainsi condamner l'hôpital ou condamner le professionnel de santé à verser les dommages et intérêts aux patients. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour votre émission Au regard de la loi. À bientôt pour une autre préoccupation de droit.